Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, vous êtes nombreux à être connectés et on vous remercie très vivement de votre présence. Donc, nous sommes très contents d'ouvrir ce webinaire sur le thème de la fabrique de la ville et des mutations durables de la ville et des territoires. Donc, ce webinaire sera animé par Sybille Cosnard, fondatrice présidente de CityLinked, et Béatrice Moal, fondatrice et PDG d'Arpastrans. Donc, nous avons réussi à organiser la présentation avec la présence physique de Sybille et Béatrice, qui dans quelques minutes vont pouvoir enlever leur masque pour leur propre confort et pour notre confort à tous. Parce que nous avons réussi à respecter, tout en étant en live, les distances que nous impose cette crise sanitaire. Donc, en termes d'agenda, nous vous proposons une discussion et un échange entre Sybille et Béatrice pendant un temps de 45 minutes qui sera suivi de questions-réponses pour un quart d'heure à la fin de la présentation. Pour des raisons logistiques, vous n'avez pas vos micros ouverts, donc vous êtes tous en mute. Donc, nous vous proposons de poser vos questions à la fin ou au fil de l'eau sur le module questions-réponses que vous trouverez sur la barre de Zoom en bas de votre écran. Et donc, nous y répondrons en direct à la fin du webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Et ce que je vous propose, c'est que nous puissions démarrer tout de suite avec Béatrice et Sybille, qui vont se présenter plus amplement et présenter les deux sociétés et démarrer ce webinaire sur le thème donc, de la fabrique de la ville et des mutations durables de la ville et du territoire. Je vous laisse, Sybille et Béatrice, maintenant que vous avez pu poser le masque, démarrer le webinaire et votre conversation. Bon webinaire à tous. Merci. Merci Gwenaëlle pour cette introduction. Et donc ce webinaire est l'issue d'une rencontre que nous avons fait avec Sybille il y a quelques semaines, juste avant d'être reconfinés. Et donc nous avons décidé d'associer nos compétences. Donc Sybille est urbaniste et paysagiste. Moi-même, je suis architecte et ingénieur. Et donc, on a décidé d'associer nos compétences et d'associer les compétences de nos structures respectives pour pouvoir réfléchir et se dire que ensemble, nous avions de vrais sujets à penser et de vraies complémentarités pour penser cette mutation de la ville et des territoires. Alors, dans un premier temps, même si un certain nombre d'entre vous nous connaissent bien et participent à de nombreux webinaires, je vais vous présenter Arpastrans et Sybille nous présentera après CityLinked. Donc, Arpastrans est un cabinet de conseil qui accompagne des transformations de l'immobilier. On a vu ces transformations depuis la création de Arp, donc en 92. Nous sommes basés à Paris, nous rayonnons sur toute la France, voire même un peu au-delà. Nos métiers historiques sont l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la programmation architecturale. Et donc, nous travaillons aussi sur l'aménagement des espaces de travail et l'architecture d'intérieur. Mais surtout, ce qui est important et ce qui nous caractérise, c'est d'avoir l'usage au cœur de nos réflexions. Et en 2007, nous avons commencé à nous intéresser aux questions d'environnement et de biodiversité. Et donc, nous avons intégré ces deux compétences au sein de Arpastrans. Et d'ailleurs, nous avons, depuis un certain temps déjà, décidé de travailler à travers 4 axes principaux, des axes stratégiques, des axes de développement, de réflexion, qui innervent l'ensemble de nos missions et de nos métiers. Et ces 4 axes sont le durable, c'est-à-dire la transition écologique et l'adaptation au changement climatique, le confort, la santé et le bien-être, c'est-à-dire toutes les relations entre le bâtiment et ceux qui y habitent, le digital, la biodiversité et la biophilie. Donc aujourd'hui, Arpastrans, c'est une équipe de 90 personnes avec des profils extrêmement complémentaires puisqu'on a des écologues, on a des architectes, des designers, des thermiciens, des change managers. Donc on a déjà au sein de Arpastrans un écosystème très riche qui intervient sur un large spectre de typologies d'actifs, que ce soit
des bureaux, que ce soit des équipements publics, que ce soit des ERP, des commerces, des bureaux d'activité, voire même des logements. Mais on travaille aussi à différentes échelles, que ce soit au niveau d'un aménagement intérieur, d'un quartier ou d'un îlot. Et enfin, pour ce qui nous caractérise aussi, c'est que, et nous en sommes très fiers, c'est que Harpas Trans est certifié Bicorp depuis 3 ans maintenant. Et donc, nous nous sommes donné comme mission d'agir positivement sur les questions environnementales et sociétales à travers l'ensemble de nos activités. Sybille, je te passe la parole. Bonjour à toutes et tous, ravie de partager ce moment avec vous, même si c'est un peu étrange d'avoir un écran face à nous et de savoir que vous êtes tous avec nous. Donc CityLinked, c'est une agence que j'ai fondée il y a 10 ans très exactement, en ayant eu un parcours en tout cas en ayant travaillé dans différentes structures qui m'ont conduit à créer cette agence, puisque j'ai travaillé dans une collectivité pour un aménageur, un opérateur immobilier. Et fort de ces expériences dans ces différentes structures, j'ai pu constater il y a déjà 10 ans que toutes ces entités-là avaient parfois du mal à communiquer entre elles parce que les temporalités ne sont pas les mêmes, les objectifs non plus. Et c'est ce qui m'a conduit à vouloir créer cette agence de conseil en stratégie urbaine qui tente de rentrer dans des cases depuis 10 ans, même si c'est jamais évident, parce qu'on nous pose souvent la question de qu'est-ce que c'est que de la stratégie urbaine? Est-ce que vous êtes urbaniste? Est-ce que vous faites de la maîtrise d'œuvre? Donc non, nous ne faisons pas de la maîtrise d'œuvre, mais nous faisons de la stratégie urbaine. Aujourd'hui, nous sommes une équipe d'une 15aine de personnes, tous urbanistes, avec des profils pluridisciplinaires, architectes, urbanistes forcément, paysagistes, ingénieurs. Et fort de cette pluridisciplinarité, nous intervenons, et ça c'est aussi une caractéristique de la société, c'est que, et du fait aussi de mon passé, c'est qu'on a toujours souhaité accompagner tous les acteurs de l'urbain. Donc on intervient aussi bien auprès des collectivités que des opérateurs immobiliers, bailleurs, aménageurs, parfois aussi grands propriétaires de foncier. Et de cet accompagnement auprès de tous ces acteurs, nous avons 3 champs de compétences. Celui de faire des approches territoriales, donc on conseille des villes sur le devenir urbain de leur territoire. On peut aussi accompagner des opérateurs qui se posent la question de leur développement et de les nourrir dans la réflexion urbaine d'un territoire pour arriver avec des arguments auprès des collectivités. Nous avons aussi une approche plus opérationnelle dans le registre de la stratégie urbaine, à savoir que lorsqu'il y a un projet à élaborer très en amont, on se pose toujours beaucoup de questions aussi sur la notion d'usage, de programmation, de comment le projet va s'insérer au mieux dans l'environnement et répondre au mieux aux besoins du territoire. Et donc cela, ça se traduit par des études contextuelles, des études urbaines. On peut aussi aller jusqu'à la coordination de projets. Et puis, on a un observatoire urbain qu'on a mis en place depuis 3 ans, issu là aussi d'une réflexion à se dire que parce qu'on fait du conseil en stratégie urbaine, on se devait de conseiller au mieux. Et de conseiller au mieux, c'est peut-être d'être le plus au fait de ce qui se joue en termes de tendance urbaine dans notre milieu de l'aménagement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs initiatives que vous voyez là. Tout d'abord, la volonté de mettre en place une collection avec ce challenge de se dire que chaque année, on tenterait d'identifier une thématique qui nous occupe et de la raconter, de l'analyser auprès des acteurs de l'aménagement. Donc, on fait ça en partenariat avec Catherine Sabat. On a initié ce travail-là en 2018 avec la volonté de vouloir conduire une analyse critique sur les appels à projets urbains innovants qui ont beaucoup bousculé notre monde de l'aménagement. Donc, c'est cet ouvrage, L'inventaire des réinventés. En 2019, on a souhaité élargir ce prisme de l'aménagement avec Ça déménage dans l'aménagement pour bien comprendre ce qui se jouait dans l'aménagement en France et on en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Et puis, vous avez le petit dernier en rouge qui s'appelle Questions à toit multiples qui porte sur la question du logement. Donc, à votre disposition aussi les uns les autres si vous souhaitez qu'on partage ces derniers enseignements sur ce sujet du logement qui s'est révélé être un sujet à fort enjeu depuis nos multiples confinements. Et puis en complément de cela, on publie aussi d'autres dispositifs comme ce document que vous voyez sur la gouvernance et les dynamiques urbaines pour bien comprendre ce qui se joue sur la métropole et l'Île-de-France en général. On a créé aussi ce printemps un blog qui s'appelle Détour by CityLinked
et qui a pour vocation, là aussi, d'aller interviewer, toujours de continuer à interroger, de publier aussi des études prospectives que l'on peut porter sur les bureaux de demain, le collège de demain. Bref, un environnement qui nous nourrit et puis qui infuse aussi fortement nos expertises d'approche territoriale et d'approche projet urbain. Alors, de notre côté aussi, Arpas Trans, et ceux qui nous connaissent le savent, nous sommes toujours très mobilisés à être sensibilisés et à regarder de manière opérationnelle comment on peut traduire les signaux faibles qui vont modifier notre façon de concevoir l'immobilier et ses usages. La première étude que nous avons publiée, une de nos premières études que nous avons publiées en 2018, alors un peu comme CityLink, on s'est interrogé sur les consultations de inventer la métropole du Grand Paris, pourquoi les projets immobiliers et d'aménagement ne seront plus comme avant. Et donc, on a pu constater à travers cette étude de ces projets qui étaient présentés que nos 4 thématiques stratégiques étaient tout à fait d'actualité et elles le sont toujours, à mon avis, aujourd'hui. En 2019, en novembre, nous avons organisé un grand colloque et nous avons eu la chance d'avoir Jean Jouzel, le climatologue, et un certain nombre d'experts, des représentants de la ville de Paris, sur les questions de l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Donc, ce colloque s'appelait 4C 2050. C'était que faire pour les bâtiments pour qu'ils puissent s'adapter à cette augmentation de la température en 2100 avec des bâtiments qui seront complètement opérationnels en 2050. Donc, comprendre les conséquences du réchauffement climatique et surtout trouver des solutions pour l'immobilier. La même année, nous avons participé à l'étude qui avait été initiée par WeShare, qui s'appelle Milieu, qui était objectiver l'impact des tiers-lieux sur les territoires. Et enfin, un sujet qui nous est cher et qu'on partage beaucoup avec CityLink, c'est l'inclusion. Et nous avons donc été missionnés avec l'ADEME, par l'ADEME, pour co-créer un carnet d'inspiration qui avait pour vocation d'introduire la notion d'inclusion dans les projets et dans la réglementation. Et donc, nous avons beaucoup de sujets et en plus, nous avons le plaisir d'accompagner des thèses et des thèses sur le sujet de la biodiversité en particulier. Alors, on voudrait faire le constat. Ah voilà, il manquait une slide, je ne sais pas où elle est partie, c'est pas grave. On voulait simplement, c'est les joies du direct. Donc CityLink et Arpas Trans se sont donc rencontrés et en échangeant sur les questions de la ville, on s'est dit qu'il était... on avait des complémentarités à apporter. On avait des complémentarités à apporter et surtout, on était dans un contexte particulier et si on veut le dire un peu trivialement, aujourd'hui, je pense que ça chauffe. Et donc, si on prend rapidement la chronologie des événements que nous subissons quand même depuis plus de 2 ans, on s'aperçoit qu'on est confronté à une succession de crises, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, climatiques, sanitaires, et qu'en plus, elles sont toutes intrinsèquement liées à la ville. Elles ont toutes des dimensions qui se sont développées dans les villes. Si on regarde les gilets jaunes, qui ont finalement été aux entrées de ville, si on regarde la façon dont on a été confiné dans des villes totalement au ralenti pendant une longue période et nous retranchés dans nos logements, que ce soit des appartements ou des maisons, alors on a eu la chance d'entendre les petits oiseaux de nouveau à Paris, ce qui n'existait plus avant, mais il ne faut pas oublier quand même que l'année 2020 est un des étés les plus chauds que nous n'ayons jamais connus. Donc, nous sommes quand même dans un environnement qui chauffe. On est désolé, on va vous dérouler quelques slides qui ne vont pas être très positives. On va essayer justement, en déroulant ces éléments de contexte, de voir quels défis on a relevés par rapport à cela et puis qu'est-ce qu'on a envie de porter comme conviction pour y répondre positivement, constructivement. Donc, je vais démarrer par cette crise économique et sociale qui nous touche.
Alors voilà, on ne peut que constater ces inégalités qui se creusent, cette crise économique qu'on peut percevoir venant devant nous, même si elle est déjà extrêmement présente. À noter tout de même ce plan de relance qu'a mis en place le gouvernement avec 70 mesures portant sur 100 milliards d'euros d'investissement, avec 3 priorités qui ont été mises en avant, la question de l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et on a relevé dans ce plan de relance concernant notre domaine de l'aménagement le fait qu'il y avait aussi une volonté de porter les sujets fonciers, la question du logement et notamment sur la réhabilitation, les mobilités aussi, et puis les commerces avec tout un tas de dispositifs qui pourraient venir en aide sur cette thématique-là. Il n'empêche que ce que l'on a pu noter dans notre environnement du milieu de l'aménagement, c'est que sur la construction neuve, on peut considérer qu'elle a été un peu la grande oubliée parce que peu de choses ont été dites à ce sujet. À cela aussi, peut-être déjà de ce contexte, enfin préalablement à cette crise du fait de la crise sanitaire, on pouvait d'ores et déjà constater qu'on avait une raréfaction des finances publiques, d'où le fait aussi qu'on ait pu percevoir depuis ces dernières années dans notre milieu de l'aménagement une montée en puissance des entités privées pour peut-être répondre à des besoins d'aménagement du territoire, ce qui a fait beaucoup débat dans nos pratiques quotidiennes en se disant mais est-ce que le privé n'est pas en train de prendre le dessus sur le public? Nous ne pensons pas parce qu'au quotidien on voit que de toute manière lorsque le public n'est pas là ou les élus ne sont pas là, les projets ne se font pas et on l'a bien vu dans la lenteur qu'ont pu opérer les avant-élections municipales et après-élections. Et puis une autre question que cela pose, c'est l'équilibre de nos territoires. Si on parle de creuser les inégalités qui sont déjà présentes sur nos territoires, qu'est-ce que va devenir ce creusement? Est-ce qu'il va continuer à se creuser ou est-ce qu'en agissant collectivement, on va réussir à rééquilibrer tout cela? Alors, dans le cadre des slides pas très positifs, on va dire qu'on est dans un monde urbanisé qui tousse. Et la démonstration a été plutôt faite de dire que la biodiversité était essentielle et importante dans nos environnements. Ce n'est pas simplement le bonheur de pouvoir réentendre les petits oiseaux. Je pense que le lien entre la pandémie que nous subissons et sa transmission à l'homme est une conséquence de la perte de la biodiversité. Cela fait quand même plus de 55 000 décès en France. Un autre point de la France confinée, c'est qu'on s'est rendu compte que quand la ville était au ralenti, quand la ville n'était plus motorisée, eh bien l'air était plus pur. Il faut quand même rappeler une étude de 2016 qui montre qu'en France, il y a 48 000 décès anticipés par an qui sont liés à une mauvaise qualité d'air. Et donc, c'est un véritable... J'ai même entendu hier soir à la radio qu'on s'interrogeait sur la capacité d'un air, plus l'air est pollué, puis la capacité de transmettre des virus ou des maladies. Alors, ce n'est pas encore totalement avéré, mais les scientifiques s'interrogent sur cette corrélation entre la pollution de l'air et la transmission des maladies. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'homme est un être social, qui ne sait pas vivre seul, isolé, qui a besoin d'activité et que l'absence de contacts sociaux peut provoquer chez lui un certain nombre de pathologies psychiques. Ça peut être la détresse sociale et on a pu le constater pendant cette période un peu particulière, la dépression, voire même le suicide. Donc c'est vrai que ça n'est pas particulièrement réjouissant. Un autre point qui nous paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, on subit ou on vit une transformation de nos modes de vie et on pourrait même dire que c'est une révolution anthropologique, c'est-à-dire que le digital qui se développe depuis plus d'une vingtaine d'années a transformé la façon dont on travaille, par exemple. On n'imagine plus aujourd'hui travailler sans ordinateur. Ça nous paraît être l'âge de pierre. On n'imagine plus ne plus être connecté avec ses amis par l'intermédiaire des réseaux.
l'intelligence artificielle nous permet de régler des problèmes que nous ne savons pas régler tout seuls à la main. Et ce digital aussi, de manière tout à fait amusante, s'est immiscé, j'allais dire, dans notre vie privée, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une très grande majorité de couples qui se créent grâce à des applications numériques. Notre façon aussi de commercer, de consommer a changé, que ce soit dans les services, que ce soit même dans la culture. Et donc, le digital s'est invité un petit peu dans toutes nos activités, même aussi au niveau des mobilités. L'ubérisation est une chose, mais maintenant, on n'envisage plus d'aller faire son petit footing du dimanche matin sans sa montre connectée. Donc, voilà, il faut réfléchir à cette question. Ces tendances sont en train de s'accélérer. Elles sont même questionnées aujourd'hui. Alors, on ne parlera pas du débat de la 5G et de certaines villes qui la refusent. Donc, mais c'est quand même un des sujets d'actualité. Et enfin, nous sommes quand même, il faut le constater, dans une zone de très forte turbulence climatique. Les saisons sont chamboulées, les vagues de chaleur s'amplifient, les événements climatiques se multiplient. On a vu ce qui se passait en Amazonie, en Californie, en Australie, même chez nous, dans le sud de la France, à tel point que l'ambition des plus 2 degrés en 2100 de l'accord de Paris paraît de plus en plus incertain et surtout de plus en plus irréaliste, et qu'on est plutôt en train de se projeter dans un plus 5 ou un plus 7 degrés, ce qui ferait qu'à Paris, on aurait le climat qu'il y a aujourd'hui à Madrid. Les limites planétaires aussi sont questionnées et la cause de ces limites est avérée. Nous en sommes totalement responsables. Le jour du dépassement de la Terre a gagné quand même cette année grâce au confinement 3 semaines. C'est-à-dire qu'on est passé de fin juillet, plutôt de août à fin juillet. Donc on a gagné 3 semaines par rapport au confinement. Nous consommons quand même plus de 1,6 fois la planète en France. Et j'aimerais bien citer Bruno Latour qui nous demande et nous fait réfléchir sur la question de savoir le monde où on vit et surtout le monde dont on vit. Et effectivement, aujourd'hui, nous consommons des ressources qui vont bien au-delà du monde où on vit. Et donc, il faut se questionner, et on voit bien que ce sont des débats qui commencent à apparaître sur la frugalité, mais on s'aperçoit que ce débat est loin d'être arrivé à son terme et que nous avons encore beaucoup de travail pour rationaliser la consommation de nos ressources. Bon, des petites touches positives quand même dans les constats. On s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait qu'on utilise le terme vague verte et finalement on l'a laissé parce qu'il peut être interprété à différents niveaux. Alors il y a eu évidemment comment dire, des résultats électoraux qui nous ont mis en avant ou qui ont mis en exergue ce sentiment ou cette envie de plus de vert. Puisque lorsque l'on compare les résultats électoraux entre 2014 et 2020, on a eu 11 communes vertes en 2014 et 54 en 2020. On a aussi 7 communes de plus de 100 000 habitants contre une en 2014 qui sont devenues vertes. Mais pour autant, je ne sais pas si on peut parler non plus, quand on voit au regard du nombre de communes qui existent, ce n'est pas non plus une vague, enfin c'est pas démesuré. Mais ce que l'on peut percevoir de manière plus générale, que l'on soit étiquette verte ou pas, c'est que même des élus qui ne revendiquent pas cette étiquette-là, on a il y a eu une vraie prise de conscience, et ça on l'avait d'ores et déjà identifié dans notre ouvrage sur Ça déménage dans l'aménagement, comme quoi depuis 2010, on a eu une montée en puissance du nombre de lois qui prenaient en compte cette dimension environnementale. Donc, ça n'est quand même pas non plus une découverte. Et dans le milieu de l'aménagement, la prise de conscience, elle est vraiment là. Et je pense que vous devez en être témoin depuis le moment où vous avez créé votre structure. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit, nous, au quotidien, avec cette prise de conscience et cette volonté de la part d'une grande majorité d'élus à vouloir avoir une meilleure prise en compte de l'environnement
environnement. On a aussi une remontée citoyenne qui est très forte, hein, puisqu'on a eu beaucoup de manifestations, ou en tout cas de mobilisations voulant aller dans le sens de revendiquer un mieux vivre, un mieux-être dans son environnement quotidien. Après, mais ça sera peut-être un sujet d'échange, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on tombe non plus dans l'hystérie verte, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup aussi ce discours, en tout cas le fait que limite le mot construction soit un gros mot, et d'opposer souvent le minéral au végétal, alors que nous, on estime, ou en tout cas on a cette conviction commune avec Béatrice, de se dire qu'on peut rendre une ville désirable, une ville apaisée, en sachant faire cohabiter l'un avec l'autre. On verra aussi qu'il y a beaucoup de préoccupations aujourd'hui pour ne plus s'étaler bêtement, mais qu'il y a plein de solutions, même si ça coûte plus cher et que ça prend plus de temps, de reconstruire la ville sur la ville. Donc un message à faire passer en tout cas aux élus notamment, c'est qu'on peut faire bien en ville, même s'il y a eu un certain nombre d'exemples qui ne se sont pas bien déroulés. Et puis à cela aussi, ce que l'on peut observer, c'est de nouvelles attentes sociétales qui étaient quand même déjà à l'ordre du jour avant toutes ces crises qui nous sont tombées dessus. On perçoit qu'il y a de plus en plus un besoin de sens, hein, une raison d'être, de vivre, même dans le contexte professionnel où on perçoit aussi cette envie-là. Plus de citoyenneté avec cette Convention citoyenne pour le climat aussi, avec ses 149 mesures. On en a identifié 5 qui ont plus attrait à notre sujet d'aménagement de nos territoires, qui sont quand même 5 angles assez forts, hein, de rendre obligatoire la rénovation énergétique, interdire les centres-villes aux véhicules les plus polluants, généraliser et améliorer le forfait mobilité durable, fixer un niveau de surface imperméabilisable, je vais y arriver, et autoriser l'habitat vertical dans les zones pavillonnaires. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que là encore, je fais référence à ce qu'on avait pu observer dans notre ouvrage sur Ça déménage dans l'aménagement, c'est que parce que ça se traduit forcément dans les projets urbains que les élus portent et que nous, on traduit, que ce soit en maîtrise d'œuvre ou en tant que conseil. Et on sentait qu'il y avait trois éléments qui ressortaient de ces attentes. C'était l'écologie qui devenait un incontournable, la démocratie qui pointe son nez un peu mieux qu'avant, parce qu'on a quand même tous connu des réunions publiques avec un public clairsemé et potentiellement majoritairement masculin, mais ça c'est un autre sujet, et que là maintenant il y a plein de dispositifs qui font que les habitants sont de plus en plus impliqués dans les sujets d'aménagement, et puis cette notion de partage qu'on perçoit être en devenir, où là aussi ça sera un vrai sujet à partager pour le coup avec vous, de savoir si c'est vraiment une attente sociétale ou si parfois il y a des petits effets marketing sur ces sujets-là. Bref, une fois qu'on a posé tous ces constats-là, ça donne plein de défis à relever pour dessiner cette nouvelle urbanité que l'on doit construire, avec ces quatre défis que nous avons identifiés. Tout d'abord, accompagner les changements des modes de vie, et Béatrice nous l'expliquait dans cette forte digitalisation qui s'opère dans nos modes de vie et qui par conséquent vont avoir des répercussions sur la manière dont on aménage la ville, sur le sujet des commerces, sur le sujet des services, sur comment on aménage l'espace public aussi par rapport à tout ça. Et ça, c'est une conviction qu'on va dérouler après, mais qui est aussi un défi, c'est de renforcer l'échelle locale et la proximité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer à un moment qu'on vienne avec un projet qui ne fasse pas écho ou qui ne fasse pas écoute à son territoire. Alors, dans les autres défis que nous avons relevés, il est absolument essentiel de ne pas oublier d'intégrer le bien-être et la santé dans toutes nos réflexions, parce que ce sont les vecteurs de notre bien-vivre ensemble et de notre équilibre à tous. Donc, c'est un premier point. Et le deuxième défi que nous avons relevé, qui est en relation avec la consommation des ressources, c'est de réussir notre direction, la redirection écologique, c'est-à-dire que nous réussissions à faire en sorte que l'ensemble des activités, que ce soit des activités industrielles, économiques, que ce soit les institutions, que ce soit les associations, que nous ne restions, que toute notre activité génère
que cette activité que nous avons générée reste dans les limites des ressources que la planète peut nous offrir. Donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose d'essentiel. Et donc, nous sommes peut-être un peu utopistes, mais nous sommes aussi très pragmatiques toutes les deux. Et donc, on s'est posé la question de projeter la ville. Et donc, nous avons 4 convictions que nous partageons toutes les deux et que nous allons vous partager et pour recréer ou recréer la ville autrement. Et nous avons défini 4 verbes qui sont des verbes d'action qui nous paraissent bien décrire finalement les actions qu'il faudrait que l'on mène pour accompagner cette mutation des territoires. Donc, il s'agit d'ancrer, d'aérer, de partager et d'anticiper. Alors, sur cette notion d'ancrage, c'est vrai qu'elle me tient aussi particulièrement à cœur et je suis vraiment contente qu'on la partage parce qu'on a souvent prêché dans le désert ces dernières années sur ce sujet-là parce que dans le quotidien qu'on a pu observer de projets urbains, projets immobiliers, tout en nous disant que oui, bien sûr, on prenait en compte le territoire et son environnement, il s'avère que bien souvent, les réponses qu'on a pu observer, sans en faire une généralité, regardaient un très proche environnement du projet, mais sans regarder plus largement. Et nous, on milite vraiment depuis de nombreuses années chez Citylink pour faire en sorte que cet ancrage local, il se traduise par ce qu'on appelle dans notre jargon citylinkien je ne parle pas encore complètement cette langue. Une étude contextuelle. Et l'étude contextuelle, en fait, c'est typiquement de se dire qu'on va bien évidemment faire un diagnostic, tirer des enjeux, faire des préconisations, mais en regardant très largement au niveau du territoire, que ce soit l'échelle d'une ville, l'échelle d'un quartier, l'échelle d'un projet, et comment toute cette imbrication d'échelle vient vraiment porter une réponse aux besoins du territoire et ne pas apporter une réponse toute faite, ce qui a pu être une critique qu'on aurait pu faire de certains appels à projets urbains innovants qui sont venus apporter des réponses de programmation toutes faites. J'ai en tête les histoires de coworking où à un moment les élus n'avaient plus que ce mot-là dans la bouche en disant moi aussi je veux du coworking sur mon territoire, alors que ça n'était pas un territoire d'accueil pour ce type de programmation. Donc c'est vraiment être attentif à répondre à ces besoins de territoire. Alors oui, ça se traduit par un travail d'urbain, donc un travail de dessin, mais qui ne se fait pas vu du dessus, qui peut se faire aussi au niveau du sol, au niveau à vue d'humain. C'est de travailler avec le tissu local, c'est aussi de travailler l'attractivité d'un territoire, parce que beaucoup de territoires, et notamment en Île-de-France, sont attractifs, mais on en a beaucoup d'autres aussi qui sont en demande, en besoin d'attractivité, et ceux-là, on les délaisse aussi parfois. Et nous, notre volonté, c'est d'aller chercher ces territoires-là, voire qu'ils fassent appel à nous pour qu'on puisse les accompagner et les aider à mieux valoriser leurs atouts. Donc, c'est vraiment s'accrocher, être à l'écoute du territoire pour mieux y apporter des réponses. Alors, notre deuxième conviction, c'est d'aérer l'urbanité. Alors, la première chose qui nous paraît essentielle, c'est de laisser la place à la nature et au vivant, à la fois pour la rendre attractive et désirable, hein, c'est ce qu'on appelle la biophilie, cette appétence naturelle que nous avons tous à nous reconnecter à la nature à travers des expériences de nature, à travers nos 5 sens. Mais la nature aussi peut avoir une réponse fonctionnelle et elle peut nous apporter, au-delà de simples questions ornementales, elle va contribuer aussi à notre santé, elle va nous aider à supporter les vagues de chaleur grâce à des îlots de fraîcheur que l'on pourra constituer grâce à la nature au sein des villes. Et un autre point qui nous paraît et sur lequel nous sommes très sensibles et sur lequel nous travaillons depuis de longues années, c'est les trames vertes, la reconstitution des trames vertes et des trames bleues qui permet à la nature de garder son équilibre et de pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Et cela peut être aussi à mettre en regard avec les questions de zéro artificialisation nette, disons de non-artificialisation des sols. Sybille en a parlé tout à l'heure, c'est une vraie question et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de communes ont cette préoccupation de réduire ou de désartificialiser les sols. La deuxième action qui nous paraît importante, c'est de favoriser les mobilités actives. Alors, dans un premier temps, c'est de challenger notre ville et cet urbanisme qui s'est construit
à travers la fonctionnalité, surtout la motorisation. Je dirais que ça fait plus de 50 ans que la ville se pense et se développe en fonction de la voiture et uniquement de la voiture. Et donc, tous nos espaces publics sont conçus autour de cette voiture. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que d'autres mobilités peuvent apporter du lien social, du bien-être, en particulier le vélo, la marche, nous apporte activement, nous contribue activement à notre bonne santé. Et puis, il est important aussi de réintroduire la nature pour relocaliser nos déplacements et penser à notre consommation. Tout à l'heure, Sybille parlait de s'ancrer dans le territoire. Là, c'est important de consommer local, de s'ancrer dans ce territoire pour justement penser local et se déplacer local. Et tout ça va nous permettre de créer un climat, alors un climat au sens large, plus clément, hein, donc pour que la ville reste viable, hein, pour les périodes de crise climatique. On va quand même avoir, les prévisions nous annoncent des vagues de chaleur de plus de 3 semaines à 50 degrés à Paris. Donc il va falloir s'organiser un petit peu pour pouvoir les supporter et la nature pourra nous y aider. Il faudra aussi, ça nous permettra de tendre vers le zen. Alors entre la ZAN, la zen, c'est la zéro émission nette, donc il faudra repenser nos consommations énergétiques. Ça nous permettra aussi de travailler, de vivre dans un environnement avec une meilleure qualité d'air et une vie oxygénée, et de vivre aussi dans des ambiances apaisées. On a pu apprécier la ville plus silencieuse ou disons moins bruyante pendant les périodes de confinement, mais des études aussi ont prouvé qu'une ville qui était végétalisée, qui disposait d'un éclairage des espaces publics et de l'espace urbain, favorisait disons, améliorait ou diminuait plus exactement la criminalité et favorisait le sentiment de sécurité dans les villes. Et puis notre troisième conviction, c'est cette notion de partage, avec 3 idées à relever et à porter. La première portant sur ce terme que je n'aime pas trop utiliser tellement il est galvaudé, mais c'est celui de l'inclusion. Donc on travaille sur le fait de lui trouver une meilleure formulation. Mais aujourd'hui, on va parler, et en fait, derrière ce terme inclusion, c'est vraiment de vouloir porter cette notion de ville pour tous, parce que là encore, dans l'expérience qu'on a pu en avoir, on s'aperçoit qu'au niveau politique, c'est tout à fait porté, ça se traduit même dans les documents d'urbanisme et notamment dans les projets d'aménagement et de développement durable où quel PLU n'a pas à un moment volonté d'une ville pour tous. Les aménageurs font des quartiers pour tous, les promoteurs font des projets immobiliers pour tous. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on ne voit pas trop, ou en tout cas, ça n'est pas très clair de la manière dont ça se traduit. Quand on dit pour tous, c'est pour tous les publics. Hein. On a souvent parlé de la question des femmes et l'égalité des femmes dans l'espace public, mais ce sont aussi les seniors, ce sont aussi les enfants, ce sont aussi les personnes en situation de handicap. Et nous, on a vraiment envie de s'atteler ou de s'attaquer à ce volet-là. Et ça se traduit, puisqu'on est aussi dans l'action et très pragmatique, comme le disait Béatrice. Et donc, nous concernant CityLink, et je pense que ce sont des travaux qu'on sera aussi amenés à partager, à prolonger de manière opérationnelle avec ARP Astrance. Donc, aujourd'hui, on a deux portages, celui d'éditer, ou en tout cas de travailler sur l'édition d'un livre blanc qui aurait comme vocation de regarder de quelle manière, au moment de la conception, on peut intégrer tous ces publics dans la conception de nos projets d'aménagement et de nos projets immobiliers. Donc pour tout cela, on travaille aussi avec des étudiants de l'école d'urbanisme pour nous aider à benchmarker. On s'est associé aussi, on est en train de s'associer avec collectivités, promoteurs, aménageurs pour mettre aussi ceux qui produisent la ville dans cet espace de réflexion. Et en complément de cela, on commence aussi à vouloir le tester auprès de collectivités, puisque ce sont elles qui doivent être porteuses aussi de cette dimension-là. Et donc là, on va démarrer un travail sur une ville où là encore, on va faire un travail de diagnostic en allant interroger les habitants pour savoir comment ils perçoivent leur environnement et là encore donner des propositions et des recommandations à la collectivité pour que dans tous ces projets d'aménagement, elle puisse insuffler cette dimension-là.
Autre élément de partage aussi et de cette notion de tous, c'est ces nouvelles formes de concertation qu'on a pu observer ces dernières années, parce qu'il est vrai que pendant de très nombreuses années, l'habitant était sollicité en toute fin de chaîne de l'aménagement et à lui montrer un plan ou des esquisses qu'il ne comprend pas toujours, et même nous non plus d'ailleurs. Et là, on s'aperçoit que d'autres formes sont en train de poindre, les occupations temporaires pour répondre au fait que pendant des années, des cycles, le temps qu'ils s'aménagent, ne soient pas occupés et quitte à préfigurer des usages qui pourront se pérenniser dans le temps. On a cette notion de maîtrise d'usage aussi, où j'ai toujours en tête un exemple de la société d'aménagement, une société d'aménagement à Lyon qui porte cette notion-là et qui a été sollicitée des sociologues qui, 2 ans ou 3 ans après l'aménagement d'espaces publics ou de projets immobiliers, sont revenus interroger les habitants et les pratiquants de la ville pour voir si les projets et les aménagements correspondaient à leurs attentes. Et puis, on a aussi un certain nombre de nouveaux outils digitaux qui permettent d'envisager des concertations virtuelles et qui peuvent drainer potentiellement un plus large public. Et puis, cette émergence, alors là, qui fait écho à cette notion de partage, donc cette émergence d'écho qu'on a beaucoup vu se développer par ces appels à projets urbains innovants où on a tartiné de terrasses partagées, de jardins partagés, de coworking, de covoiturage. Si c'est vraiment ça le besoin de nos besoins à nous et que ça se traduise dans les projets, ça peut être très bien. On a quand même vu, et notamment dans des expériences de villes nouvelles avec des modèles d'années 70, où à un moment on a voulu aussi ce modèle de partage, on s'est aperçu que juridiquement, économiquement, c'était potentiellement 30 ou 40 ans après un peu catastrophique. Donc on souhaite vraiment regarder, et de manière positive, regarder ce modèle économique et questionner la pertinence et la résilience de ces modèles au regard de cette crise sanitaire, de ces changements climatiques. Et donc aussi, un autre mot important qui nous paraît, qui est une de nos fortes convictions, c'est qu'il faut qu'on arrive à anticiper les évolutions. Tout à l'heure, on a parlé de l'évolution de nos modes de vie. Bien, il faut qu'on puisse accompagner ceux qui font la ville pour pouvoir avoir ce souci d'anticipation qui nous permettra d'avoir une ville plus désirable. Et donc, cette anticipation, ça va passer par l'écoute et l'accompagnement des mutations et en interrogeant les habitants. C'est ce que vient d'évoquer Sybille. C'est organiser des sondages, c'est aussi travailler, comme par exemple sur le budget participatif de la ville de Paris, où on interroge les populations pour savoir comment on peut intelligemment projeter des projets au sein de la ville de manière participative. C'est aussi anticiper en faisant en sorte que la ville soit capable de se réinventer sur elle-même, en pensant réversibilité, en pensant flexibilité, en reconvertissant les friches, les délaissés, en interrogeant les mètres carrés qui sont peu ou qui sont mal utilisés, voire même en réfléchissant à des usages qui soient différents au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la chronotopie des lieux et des usages. Si on peut donner un exemple, un parking aujourd'hui peut servir de zone de skatepark. Je pense qu'il y a des parkings aujourd'hui qui servent à accueillir des tests pour la Covid. Il peut y avoir aussi des parkings qui peuvent accueillir une brocante de manière temporaire. Et donc, il faut pouvoir penser cette chronotopie des lieux. Il faut aussi, dans cette réflexion sur l'anticipation, rester toujours avec une approche mesurée et surtout cette sobriété, cette frugalité qu'on a évoquée tout à l'heure pour tendre vers un urbanisme circulaire qui est fondé sur la consommation des ressources qui sont existantes, qui sont locales et notamment des matières premières secondaires qu'il faut pouvoir et savoir utiliser. Et enfin, il faut réfléchir sur une densité raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut optimiser certes des mètres carrés, mais il faut aussi parfois savoir aérer la ville, ne pas de redonner la ville à la nature peut-être par certains endroits et la densifier par d'autres. Et donc,
Cette approche va nous permettre d'être à l'épreuve du temps et des incertitudes que nous avons. Nous n'avons pas la solution à toutes les questions qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et il est important d'avoir cette stratégie de résilience contextualisée. C'est important de ce que disait Sybille dans la notion d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des données et des caractéristiques du territoire considéré, mais il faut aussi embarquer les populations et surtout avec la gouvernance territoriale qui est au cœur du processus. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire face à l'ensemble des crises que nous avons évoquées et auxquelles nous allons être confrontés. Et puis pour conclure, on avait envie de partager ces derniers mots avec vous et se redire que cette idée ou cette envie de partenariat, elle reposait sur le fait que on a souvent tendance, au-delà de cocher les cases, ou en tout cas de beaucoup compartimenter dans notre profession. Et ce qu'on avait envie de partager, c'était de se dire que justement, parce que les défis sont nombreux et que le contexte n'est pas très optimiste, et bien plutôt que d'être compartimenté, peut-être qu'il pouvait être judicieux, et en tout cas, on a cette envie-là de ne pas opposer les choses et de les considérer ensemble. C'est ainsi que l'urbain et l'immobilier, non, on n'a pas une logique immobilière et une logique urbaine. Les deux doivent s'inscrire dans une réflexion commune où à un moment, quand bien même on regarde un objet immobilier, comment il s'inscrit dans son environnement, dans son quartier, dans sa ville. De la même manière, la stratégie, l'opérationnel, combien d'appels d'offres on peut regarder auxquels on ne peut pas prétendre parce qu'on n'a pas ce volet opérationnel, alors qu'il y a souvent une stratégie aussi à mettre en place au regard de l'opérationnel, et les deux peuvent être tout à fait concomitants, et ça rejoint cette notion de temps court et de temps long, parce que oui, parfois réfléchir sur le devenir d'un quartier, voire d'un grand site, ça prend du temps parce que ce sont des actes forts qui après resteront durablement dans une ville. Mais à cela, on peut tout à fait en même temps gérer un temps court de ce temps long. Et puis, c'est le global et le local qui rejoint cette idée de, oui, on est dans une stratégie urbaine, on regarde à l'échelle d'une ville, on regarde à l'échelle d'un quartier, on regarde à l'échelle d'un projet, on regarde à l'échelle de l'aménagement d'un espace public. Et tout ça, nous pensons, peut faire sens en le travaillant ensemble, en se disant que ça n'est pas des approches opportunistes, mais qu'au contraire, tous ces sujets qui sont hyper denses, hyper lourds, ça peut être plus opportun qu'on les travaille ensemble, le plus en amont, ensemble, et puis avec vous, puisqu'on partage aussi ces réflexions avec vous pour voir si elles peuvent vous intéresser et nous rejoindre dans ces envies-là. Voilà, et donc peut-être aussi pour rajouter, c'est de dire que nos 4 convictions qu'on vous a présentées juste avant ne sont pas des visions uniques, elles ne sont pas silotées. Je pense que la solution sera multiple, elle sera une combinatoire de ces convictions. Et de notre côté, forcément, nous aborderons des thématiques de l'environnement, de la biodiversité, des équipements et des services, de la santé et du bien-être, qui sont un peu si on peut parler de nos technicités. Et nous aussi, on regardera ça sous le prisme de cette dualité, de cette approche multiscalaire que nous avons entre l'urbain et l'immobilier. Eh bien, on s'aperçoit très vite, nous qui travaillons sur des sujets de résilience à l'échelle de l'immobilier, on s'aperçoit très vite que l'efficacité et l'efficience de cette réflexion sur la résilience, elle doit aussi se faire à l'échelle du quartier, voire de la ville. De la même façon, sur les questions de services, sur la partie du global et du local, sur les questions de services et d'équipements, en général, ils sont pensés et réfléchis à l'échelle d'une municipalité, mais aujourd'hui peut-être avec les modifications des mobilités, on peut repenser à la ville du quart d'heure. Je sais qu'elle est un peu contestée et qu'on peut réfléchir, mais le concept en lui-même, à condition qu'il ne modifie pas et qu'il ne creuse pas les inégalités, est un concept qui est intéressant de voir comment on peut réorganiser à l'échelle locale les services et les équipements. Sur la stratégie et l'opérationnel,
Je pense qu'on a certainement cette difficulté aujourd'hui quand on parle de stratégie de biodiversité. On a du mal à la rendre opérationnelle à l'échelle des habitants. Et on sait bien que si les habitants sont mobilisés, ils seront de meilleurs défenseurs de la nature et qu'ils seront les bons gardiens si on arrive à faire cette bascule entre la stratégie et l'opérationnel. Et enfin, sur la gestion du temps long et du temps court, pardon, on sait très bien qu'il y a des mesures, notamment des mesures sur les qualités de l'air, par exemple, qui seront prises et qui feront leur effet sur la santé au bout d'années, voire peut-être des dizaines d'années, et qui sont totalement décorrélées des temps de décision ou des temps, je dirais, des mandats d'élus qui ont toujours ce décalage et qui pose parfois quelques problèmes. Et donc tout ça, c'est pour vous dire un petit peu la force de la complémentarité de nos compétences, de notre approche multiscalaire, qu'on voulait résumer avec quelques mots, donc un dialogue de l'ensemble des parties prenantes, des convictions, des visions partagées et de la technicité. Et de la transversalité. Et de la transversalité, voilà. Merci de votre écoute et nous sommes à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Gwen, je te laisse la parole. Oui, merci Sybille, merci Béatrice d'avoir partagé vos réflexions et déjà des pistes d'action pour agir pour la mutation durable des territoires et des villes. Donc, nous avons plusieurs questions, donc je vais gérer le temps puisqu'il ne nous reste que quelques minutes qui nous séparent de la pause méridienne de midi, qui était notre engagement pour terminer ce webinaire. Donc, il y a une première question qui est posée, à laquelle je vais peut-être répondre moi-même très rapidement, qui fait référence aux slides qui ont été présentés dans les défis auxquels on est confronté. Et la question est la suivante. Quand vous dites que nous consommons plus que la planète, qu'entendez-vous par là? Donc, je pense que Béatrice faisait référence au jour du dépassement qui est en fait calculé aujourd'hui depuis plusieurs années par une ONG américaine, Global Footprint Network, et qui est la date à laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an, c'est-à-dire sa biocapacité. Donc, c'est à cela que faisait référence Béatrice, avec un mode de calcul qui est assez complexe, donc dans lequel on ne pourra pas rentrer là. Mais vous pouvez trouver des éléments, je pense, sur Internet qui vous précisera comment on calcule ce jour et la biocapacité de la planète et notre empreinte environnementale et écologique. Il y a des autres questions. Je vais en combiner certaines pour vous permettre de répondre. Donc, la première, c'est concernant les espaces économiques des entreprises. La question est posée, avez-vous élargi votre réflexion respective au sujet du renouvellement des sites d'activité, à savoir le renouvellement, la densification spatiale et l'optimisation des usages en particulier, et pas uniquement la requalification? La question s'adresse aux sites d'activité. Comment on fait pour transformer dans les enjeux des mutations des territoires? Eh ben, c'est un vrai sujet qui nous occupe. J'ai envie de relever je crois que c'était une expression qu'avait utilisée Thierry Lajoie, ex-Grand Paris Aménagement et maintenant Quartus, qui disait que ces zones d'activité étaient l'ANRU du 21e siècle. Et j'aime bien réutiliser son expression parce que je trouve que c'est vrai que si on parle de maintenant zéro artificialisation nette, on a toutes ces emprises qui sont forcément en train de muter aujourd'hui et qu'elles sont déjà artificialisées. Donc, comment on les réinvestit? Donc, on avait commencé à évoquer ces sujets-là dans notre ouvrage « Ça déménage dans l'aménagement » où on avait pris l'exemple d'un opérateur immobilier qui s'était attelé à reprendre en charge, parce que toutes ces zones-là, c'est extrêmement difficile pour les collectivités parce que ça leur amène une manne financière. Ils ne sont propriétaires de rien, donc c'est extrêmement coûteux et difficile d'intervenir sur ces zones. Pour autant, on a l'exemple de certains opérateurs qui maintenant s'y attellent en se en étant désignés en tant qu'investisseurs aménageurs pour ramener une forme de mixité et de requalification de ces zones. Et on va continuer à agir sur ces réflexions-là avec notre prochain ouvrage. Désolée, j'en fais pas la pub, mais c'est vraiment le sujet d'actualité sur la question du commerce, où quand on va parler de la question
direction du commerce, on va s'attaquer à ce sujet des zones d'activité économique. Donc oui, c'est un vrai challenge. On a eu un rendez-vous hier aussi avec un opérateur privé qui est en train de racheter du foncier dans une banlieue en région pour avoir justement ce travail d'aménageur privé et pour aider la collectivité à engager cette mutation, parce qu'en tant que seule collectivité, c'est extrêmement difficile. Donc en tout cas, ça bouge sur ce sujet-là. Merci Sybille. Une deuxième question qui est la suivante. Je vais la lire directement. Comment jugez-vous des villes qui prennent des décisions sur leur seul territoire sans concertation avec les villes satellites et sans mesurer les impacts collatéraux? Et finalement, quelle est la vision stratégique de développement à l'échelle du territoire qu'il faut développer? Ça, c'est une vraie question de savoir. Il nous paraît aujourd'hui difficile de dire, c'est un peu de la même, cette notion multiscalaire, c'est-à-dire que c'est un peu, j'allais dire, le miroir de, on travaille que sur un immeuble ou sur un immobilier, ou on travaille sur la ville, sur un îlot ou sur un quartier. C'est la même réflexion, c'est-à-dire on imagine mal penser, par exemple, quelle est la politique et la stratégie d'implantation de bureaux à l'échelle simplement d'une ville, sans prendre en considération l'ensemble des villes et des communes qui entourent, voire même à l'échelle d'un territoire. On peut se poser la question de savoir quelle est la stratégie en termes d'implantation de bureaux à une échelle qui est bien au-delà de la simple commune dont on parle. Donc il faut absolument embarquer cette réflexion ce qui n'empêche pas après, parce qu'on a le cas de certaines communes qui, elles, veulent avoir leur propre identité en prenant conscience qu'il y a un environnement, dont ils doivent tenir compte. Et bien souvent, dans les accompagnements qu'on peut faire respectivement, c'est de se dire, OK, on va respecter votre identité propre et voir votre envie potentiellement de village de Gaulois, parce que certains ont envie de ça, mais il est absolument impératif de regarder ce qui se passe autour. La concertation est absolument, et le dialogue est absolument indispensable. Je vous propose qu'on prenne une dernière question commentaire de quelqu'un qui partage pleinement notre approche et qui nous pose une question. C'est comment allez-vous permettre à cette vision d'être partagée par le plus grand nombre et quelles actions allons-nous mener? Partagé par le plus grand nombre, je crois que déjà la démarche qu'on a eue aujourd'hui, c'est une première étape. Alors le plus grand nombre, vu la crise sanitaire, elle est un peu limitée. En tout cas, je crois qu'à travers nos démarches d'observatoire aussi et de veille, c'est une manière commune en tout cas de vouloir toujours partager nos interrogations, nos convictions ou même ne serait-ce que d'analyser les tendances. Et ça, c'est toujours de le partager auprès des étudiants, auprès des élus, auprès des acteurs de l'urbain aussi. Et puis notre volonté aussi, c'est de se dire que ce qu'on est en train de partager là, on puisse l'exercer concrètement, parce que là encore, on est pragmatique, on n'a pas juste envie de raconter des verbes, mais c'est de les mettre en pratique. Donc, c'est notre prochaine étape, d'aller rencontrer des collectivités, tous les acteurs de l'immobilier pour voir si cette démarche-là peut faire écho et comment on la met en œuvre. Je vous remercie. Il y a un certain nombre d'autres questions qui sont posées, qui pourraient faire l'objet d'échanges entre nous de manière plus directe après. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on puisse poursuivre ces échanges qui sont déjà fructueux et qui continueront à l'être. Donc, je remercie Béatrice et Sybille, encore une fois, pour le partage qu'elles nous ont fait, et à toutes les personnes qui ont été présentes et connectées, pour lesquelles j'espère qu'elles auront passé un bon moment autour de ce webinaire. Merci à tous. Merci, au revoir, à bientôt. Merci de votre écoute.